Les refrains de mon cœur, Frédéric Zetoun. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des refrains de mon cœur, un rendez-vous que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre sur RCJ. Notre invité aujourd'hui, la radio il connaît. De Sud Radio à RTL en passant par France Inter, il a fait de sa voix identifiable entre toutes les beaux jours des plus grandes radios nationales. En télévision, il a été l'un des animateurs phares des années 80 et 90. J'ajoute que ce fou de musique a aussi enregistré 2 albums de ses propres chansons et qu'il nous livre aujourd'hui avec « Dites bien à mon fils que je l'aime », un récit tendre et émouvant sur son enfance et ses débuts dans le métier. Juste avant la célébrité, puisque le livre s'arrête justement où tout commence. C'est Philippe Risoli que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au micro d'RCJ. Comment allez-vous, Philippe ? Ça va très bien, cher Frédéric. Merci d'ailleurs de m'inviter. Ça me touche beaucoup ce que vous venez de dire et c'est exact en plus. C'est juste. C'est l'exacte vérité. Alors, ce qui est original avec ce récit, paru aux éditions à l'Archipel, Dites bien à mon fils que je l'aime, c'est qu'il s'arrête, c'est à la dernière page, je crois que c'est 280 pages, Oui. et la dernière page, c'est juste au moment où la célébrité va vous faire entrer dans le milieu, chez des millions de Français, quoi. Et pourquoi cet angle-là et pourquoi avoir voulu faire ce préambule ? Parce que, en fait, à la fin de ce bouquin, je vous dis franchement, qui est très très plaisant à lire, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir l'autre bouquin. Peut-être que c'était fait pour ça. Non, plus sérieusement, c'est d'abord avant tout un hommage à ma famille. Oui. Les gens qui m'ont élevé, À vos parents. à mes parents, à mes grands-parents, à mes oncles, mes tantes très proches, puisque c'est un réveillon de Noël en fait, Bien avec sûr. un gamin qui a 12 ans. Un réveillon de Noël de 1965 qui est le Ouais. fil conducteur. Et Voilà. au fur et à mesure que le réveillon arrive, que les cadeaux vont s'ouvrir, que la table va être servie, à chaque fois vous repartez d'un point, d'un souvenir pour repartir en arrière et nous raconter quelque chose. Voilà, et en fait, c'est ce qui va permettre de découvrir ma personnalité finalement, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit le milieu social dont je suis issu. Et puis cette passion pour la radio d'abord, comme vous l'avez précisé, pour la télévision ensuite, une passion totalement dévorante, comme tous ceux qui réussissent à faire carrière dans ce métier. Je crois qu'on a ça dans la peau, on fait ça avant tout par passion et par Pour se l'envie réaliser, pour se réaliser et par l'envie du contact aussi permanent avec les gens. La communication est très très importante. Et puis souvent, moi, on m'a demandé mais comment vous avez démarré dans ce métier ? On ne sait pas. On voit des nouveaux visages. C'est un petit peu moins vrai maintenant parce qu'il y a tellement de télé, la TNT, des petites chaînes, etc. Mais à l'époque où moi je commence, c'est-à-dire le milieu des années 80. Je parle en télévision, on se demande, il vient d'où celui-là ? Alors, on vous connaissait un petit peu quand même. On vous avait entendu quand même sur Sud Radio. Oui, mais c'était le Grand Sud-Ouest à l'époque. Au moment où moi je suis à Sud Radio, il n'y a pas encore la FM. Les gens qui partaient en vacances en Espagne, vous connaissez. Voilà. Voilà, on va dire. Voilà. Non, mais vraiment, moi, Exactement. la première fois où j'entends votre voix, Oui. c'est au tout début des années 80, les dernières vacances que je passe avec mes parents en Espagne, C'est ça. et on vous entend. Ah oui, ça pour m'entendre, on m'entend. J'occupais même une place importante puisque la direction assez rapidement avait misé sur ma personne. Donc voilà, je m'éclatais vraiment, mais je prenais conscience que je pouvais pas faire carrière en étant effectivement dans l'axe Bordeaux-Toulouse-Perpignan. En gros, j'avais envie de remonter à Paris, où je suis né d'ailleurs et où toute ma famille répit. Et puis c'était encore une fois, il n'y avait pas encore la FM, c'était les ondes moyennes. Donc d'où est-ce qu'il vient ce petit gars ? C'est marrant parce que un des premiers souvenirs que je vais raconter dans le prochain tome, c'est ça y est, je suis pris à Canal+ pour enregistrer un jeu qui s'appelle Star Quiz. Exactement. Que j'ai adoré faire d'ailleurs, c'est comme une première fiancée, celui-là on l'oublie. Et vous n'y croyez pas, Voilà. parce que vous passez le casting, vous n'avez pas de nouvelles pendant plusieurs semaines, et puis on vous appelle en vous disant c'est demain. Exactement, ça c'est comme ça que je termine. C'est demain, alors donc moi j'arrive, je suis près de l'ascenseur et à ce moment-là, il y a 2 gars qui sont là que je ne connais pas, de personnes qui travaillent dans les bureaux. Il y en a un qui dit « Allô, t'as vu qu'il y a un nouveau présentateur qui va arriver ?» Et l'autre, sûr de lui, lui dit « Oui, il paraît que c'est un Italien. Je sais pas, non, je crois qu'il parle français quand même, hein, mais c'est un Italien. C'est un ami de Berlusconi et c'est Berlusconi qui l'envoie. » C'est incroyable. Alors, ça m'amène directement. C'est vrai, vous le disiez, vous aviez envie de parler des gens qui vous avez fabriqué, qui vous avez élevé, une maman française, un papa d'origine italienne. Ce livre, c'est avant tout un hommage à eux.
Oui, c'est ça, bien sûr. C'est un hommage à eux et encore une fois à la confiance qu'ils m'ont fait, comment ils m'ont aidé, puis aussi comment des rapports peuvent s'inverser, parce qu'avec mon père, c'était des rapports assez rugueux. Oui, quand vous le racontez. C'était, on avait du mal à communiquer lui et moi, alors qu'avec ma mère, on était vraiment sur la même longueur d'onde en matière de radio, si j'ose dire. Mon père, c'était plus compliqué. Ça n'imprimait pas toujours, avec votre papa qui était imprimaire. Attendez, j'ai lu le bouquin quand même. Exactement. Et donc, c'était une autre forme d'éducation extrêmement, extrêmement sévère. Moi, je n'osais pas la ramener devant mon père. C'était l'exigence, le oui, papa. c'était terrible. C'était terrible. Donc, on avait du mal à communiquer. Et puis, mais ça a duré longtemps, parce que même quand je suis devenu présentateur de télé, quand on était seul, c'était toujours compliqué. Moi, je ne connaissais rien de sa vie d'enfant. Et puis, un jour, ma mère disparaît en 2004. Ma mère, et mon père se retrouve seul. Et là, je commence à m'occuper plus de lui. Il habitait à la campagne, donc des allers-retours Paris. Et dans la voiture, il commence à me raconter des trucs, à se confier pour la première fois. Il se livre. Son enfance en Italie, dont il se souvenait pas très bien d'ailleurs, mais surtout son arrivée à Paris, un Paris occupé par les Allemands. Et ça, il s'en souvenait. Et il commence à me raconter des trucs complètement dingues. Par exemple, une anecdote du fameux chiffon mouillé que je raconte. Que vous racontez dans le livre. Mais les pages les plus émouvantes de ce livre, on va pas tout raconter, les pages les plus émouvantes de ce livre, moi, les pages qui m'ont le plus bouleversé, parce qu'elles sont bouleversantes, c'est lorsque vous parlez de lui, honnêtement. Et ce livre, on a l'impression que c'est une manière aussi de... Je ne vais pas faire de la psychanalyse à 2,50 €, mais on a vraiment l'impression que c'est une manière de lui dire vraiment au revoir, quoi. Oui, vous avez raison, vous avez sûrement raison. C'est un peu idiot ce que j'ai, mais j'ai raté la mort de ma mère. C'est-à-dire que j'ai jamais compris la gravité de son mal. Elle souffrait d'emphysème, et quand on vous annonce que vous avez de l'emphysème... Cancer, ça fait peur, mais emphysème, ça fait joyeux presque. Oui. Voilà, exactement. Donc je ne me suis pas rendu compte que c'est... Et vous le racontez d'ailleurs dans le livre. Philippe, au départ, vous aviez ça dans le sang, la volonté de faire de la radio, mais scolairement, universitairement parlant, vous ne vous prédisposiez pas du tout à devenir animateur. Qu'est-ce qui fait qu'un matin, alors qu'on a une maîtrise de droit privé, qu'on a bossé le concours... Et une maîtrise en sciences de l'information et de la communication. En sciences de l'info, qu'on a bossé le concours, qu'on a bossé le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ce qui est franchement, ce qui correspond à l'internat en médecine. C'est pas rien. Vous êtes avec votre compagne et ni l'un ni l'autre ne vous réveillez pour aller passer le concours. Non, c'est-à-dire qu'on se réveille, mais on tire à pile ou face. On se dit on se dit pile, on y va, face, on n'y va pas. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, je vais l'avoir le CAPA, j'avais eu ma maîtrise avec mention, j'avais fait l'institut. Et vous aviez bossé, j'étais prêt. Et à l'époque, ça se passait en 2 jours. Maintenant, il faut faire, c'est un peu plus long. Donc j'aurais dû l'avoir. Et je sais que si j'avais décroché ce diplôme, je devenais avocat. Et c'était fini. Et puis c'était fini. Plus jamais je faisais de radio, c'était terminé. Donc voilà. Et c'était, quand je dis une passion dévorante, c'est vrai. Moi, je ne pensais que ça. Petit, j'arrivais à allumer la télé, alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de programme. Je regardais un écran, on disait de la neige, il y a de la neige. Après, j'écoutais ce qu'on appelle le 1000, nous, en télé. C'était votre truc. Ah, c'était mon truc. Je suis absolument incollable sur les programmes vous pouvez me poser n'importe quelle question sur les programmes. Instantanément, les noms me viennent. J'ai tellement aimé ça que... Donc voilà. Donc je me disais... C'est pas un métier, c'est une passion, quoi. Voilà. C'était une passion. Et en plus, j'avais fait une école privée qui s'appelait l'ESAC, École supérieure d'animation et de la communication. Et on m'avait dit que j'avais un talent. Alors moi, j'y croyais. Et vous avez un timbre de voix aussi. Alors j'ai un timbre de voix, ça c'est déjà même petit. Ma tante une signature vocale. Voilà. C'est amusant parce que la première fois où j'ai participé à l'émission Les Enfants de la télé, version Laurent Ruquier, j'arrive et je dis un mot, je dis oui, alors Laurent, et là il me coupe, il fait « Ah, cette voix !» C'est drôle parce que c'est la vôtre. Moi, je m'en rends pas compte, mais tout le monde me dit. C'est une chance parce qu'il y a des gens qui vont passer une vie entière à essayer d'avoir une signature vocale et qui ne l'auront jamais. Je sais, mais c'est ma voix, c'est comme ça. Alors on l'aime, on ne l'aime pas. C'est la vôtre. C'est la mienne. Philippe, vous avez été animateur vedette du PAF.
mais j'ai la sensation que même au zénith de votre succès, vous avez toujours gardé, on le sent dans ce livre, on le sent quand on vous entend parler, vous avez toujours gardé du recul sur ce qui vous arrivait. C'est l'éducation de vos parents qui vous a aidé à garder la tête froide toujours? Oui, alors je pense, et puis peut-être aussi de l'inconscience, parce que je n'ai jamais vraiment, moi quand on a commencé à me reconnaître dans la rue, je me suis toujours demandé ce qui se passait, pourquoi, quel était l'intérêt d'avoir un autographe, une signature, une photo, je me le demande encore maintenant d'ailleurs. Et même au zénith de votre gloire, vous n'avez jamais perdu pied? Mais je suis toujours resté téléspectateur, c'est-à-dire que... Spectateur de ce qui vous arrivait. Voilà, et puis téléspectateur de la télévision en règle générale. Je continue à la regarder. Mes enfants me disent, mais enfin, mais non, ça ne s'arrêtera pas parce que j'aime ça, parce que voilà, c'est comme ça, quoi. Philippe, je vous rappelle le principe de notre émission, les refrains de mon cœur. Vous avez le refrain de votre cœur, en l'occurrence. Ouais. Vous avez eu la gentillesse de nous livrer 3 chansons qui ont compté dans votre vie. Nous allons comme ça nous promener au gré de vos préférences musicales. Alors, la chanson, non seulement vous la connaissez bien, mais vous l'avez pratiquée. Vous l'avez pratiquée de près. 2 albums à votre actif. Oui. Et c'est précisément un titre de votre premier album, Père Noël, que vous avez eu envie de nous faire écouter. 2001, c'est l'album Autrement. Autrement, Philippe Risoli, Autrement. Philippe Risoli, Autrement. C'est cet album-là qui a été réalisé par Philippe Châtel? Exactement, Philippe Châtel, avec les plus grands musiciens français, à mon avis, quand on regarde sur la petite pochette. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le grand saut? Parce que vous aviez tout à perdre en faisant ça, honnêtement. Bien sûr. On sait très bien qu'on est dans un pays où on aime bien le fromage et les étiquettes sur le fromage. Ouais. Vous étiez animateur star. Ouais. Vous faites un disque. Vous êtes fait pas mal descendre, d'ailleurs. Oui, sur un titre. Je me suis fait descendre sur Cutas las Bananas. Cutas les Bananas. Et qu'est-ce qui vous pousse un matin à vous lever à dire allez hop? Alors, d'abord, rappelez-vous, il y avait une émission qui s'appelait Millionnaire. Là, j'ai monté un petit groupe avec Pierre Billon. Et on chantait tous les standards, etc. Mais Pierre Billon, qui était le compositeur du générique du Millionnaire. Du Millionnaire. Et puis plein de chansons pour Hallyday, Sardou, bien sûr. etc. Fils de Patachou, donc. Bien sûr. Et donc, avec Pierre, on a monté ce petit groupe. On s'est mis à chanter. Et puis, pendant les pauses, des fois, on prenait une guitare comme ça. Je chantais un ou deux de mes titres, parce que je ne me suis pas mis à écrire du jour au lendemain. Ça fait des années, j'avais un groupe, j'en parle dans mon livre, ça s'appelait Équation, etc. Donc voilà, et on sentait que ça accrochait. Et Pierre me dit, et si on faisait un disque? Alors on a commencé à essayer de faire des maquettes et tout, puis on a abandonné. Et puis un jour, fin du Millionnaire, et j'écris Les Bananas, qui raconte la fin. Si on lit les paroles, c'est la fin du jeu Le Millionnaire. Il se trouve que quelques jours plus tard, Philippe Châtel, qui est un ami, vient dîner à la maison, me dit, alors qu'il sait que je fais la chanson, il aime assez ce que j'écris. Vous lui faites écouter. Et il me dit, qu'est-ce que tu as écrit? Je lui dis, je viens de faire un truc, j'ai appelé ça avec humour Cuitas les Bananas, mais c'est pas drôle parce que je raconte la fin d'une émission. Et je lui fais, il me regarde, il me dit, c'est un tube. C'est un tube, quoi, c'est un tube. Il faut qu'on le fasse, il faut absolument qu'on le fasse, etc. Il le produit. Voilà. Et à ce moment-là, on fait une maquette. On va chez Universal, chez Polydor en particulier. Tout le monde s'affole. Alors, j'amène une dizaine de chansons, hein. Mais sur celle-là... C'était l'époque où les maisons de disques existaient encore, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on est en 2000 et je suis toujours à TF1, parce que souvent, on a écrit, il quitte TF1, puis il se met dans le genre, c'est pas du tout ça. Hein. Bon, donc, je suis sur TF1. Il me dit, il faut faire un disque. Et là, je suis embarqué dans cette aventure avec ces musiciens qui sont bien plus musiciens que moi, je peux l'être. Et parfois, je ne reconnais pas mes titres. Il y en a un qui s'appelle Rosita sur la voyance. Oui. J'ai du mal à reconnaître par rapport à ce que moi j'écris. Ils ont arrangé ou dérangé les titres? Ils ont fait, disons que je pense, et maintenant j'en ai la certitude, Philippe a eu un certain nombre de consignes pour faire chanter un animateur et non pas faire... Un artiste. Et comme j'étais en plus sur TF1 Universal, etc., il y avait des passerelles. Voilà, il y avait des passerelles. Il y avait l'idée d'aller faire un clip à l'autre bout du monde. Enfin bon, donc il y avait pas mal de choses en route. Or, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Toujours est-il que, alors je ne renie pas le Père Noël alors dans tout ça. Alors Père Noël est la toute première chanson que j'ai écrite. Et pourquoi? Alors d'abord, j'aime bien cette chanson parce que... Et puis surtout, c'est le fil conducteur de votre livre. Voilà, parce que, c'est pour ça aussi que je l'ai programmé là, c'est parce que j'ai envie de croire au Père Noël jusqu'à ma mort. Je crois au Père Noël. C'est pas du tout un truc religieux, hein. C'est le Père Noël, c'est quelque chose... L'enfance. Voilà, c'est l'enfance. Philippe, on l'écoute cette chanson. Alors, on l'écoute. Et pourquoi j'ai voulu la programmer? Parce que je viens d'avoir un petit-fils qui a 3 ans et l'autre fois, par hasard, il l'a entendu dans la voiture. Il s'appelle comment? Il s'appelle Léo. Léo, cette chanson, elle est pour toi. On l'écoute.
J'ai envie de m'attendre ailleurs, de me donner un rendez-vous dans un an, dans quelques heures, à minuit, au 12e coup. Ah oui, je voudrais, oh yes I will, prendre une first class pour les îles. Choisir les mots, trouver la page, assis là-haut dans les nuages, dans les nuages. Et voir enfin le Père Noël, pour trouver le chat de la mère Michel, pêle-mêle les mots pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de feuilles mortes. Et voir enfin le Père Noël, pour trouver le chat de la mère Michel, dans le pays de mes délires, la maman elle va pas mourir. Père Noël, Philippe Risoli, le choix de Philippe Risoli dans les refrains de mon cœur. C'est une chanson, oui, je te disais, pour laquelle j'aime beaucoup. Et je pense que si je fais un petit peu de scène comme toi, tu peux en faire des petits trucs comme ça, sympas. Et c'est peut-être avec cette chanson-là que j'ouvrirai. Là, elle est chouette, cette chanson. Parce que j'ai envie de m'attendre ailleurs, de me donner un rendez-vous dans un an. Mais on comprend que Philippe Châtel, le regretté Philippe Châtel, a eu envie de vous produire en écoutant ça, parce que franchement, c'est une chanson qu'il n'aurait pas reniée, ça. Hein, ça... Oui, je pense. Je pense qu'il y a plusieurs chansons qui auraient pu lui correspondre. Tout comme moi, j'avais beaucoup d'admiration pour ce qu'il faisait. Les Je t'aime bien Lily, les Mr. Hyde, etc. C'était des chansons qui ont bercé notre adolescence. Philippe, on continue notre promenade au pays de vos préférences musicales avec deux stars internationales, Kenny Rogers et Dolly Parton, deux légendes que vous avez choisies avec leur tube Island in the Stream. Avant de parler de ces deux figures iconiques, vous, Philippe, là on parle de stars internationales, la célébrité, vous l'avez vécue comment? Parce qu'à un moment, vous étiez partout, on vous voyait sur le petit écran tout le temps, les couvertures de journaux. Quand justement, on a toujours eu ce recul, on a toujours eu cette espèce de saint second degré sur tout ce qui nous arrive, il y a un moment où la chape de plomb vous tombe dessus ou pas? Alors, pas complètement en ce qui me concerne, parce que d'abord, j'ai une famille proche, une femme, des enfants qui me remettent dans le droit chemin si jamais il y a le moindre écart. La plupart de mes amis ne font pas partie de ce métier, je parle du premier cercle. Bien sûr. Ne font pas partie de ce métier, donc je vais pas les bassiner à leur parler de radio et de télévision du matin au soir, même si vous savez aussi bien que moi que les gens comme moi, on ne peut jamais les empêcher de parler un petit peu de ce métier, parce qu'encore une fois, on a ça en nous. Mais donc, ça me donne un véritable équilibre. Et puis, encore une fois, mes parents étaient restés jusqu'au bout avec leur façon de vivre. Enfin, ils n'ont rien changé à leur mode de vie. Vous étiez leur petit Philippe, quoi. Ben voilà, c'est ça. Donc non, moi, je l'ai vécu plutôt sereinement. Puis après, vous savez, quand on dit maintenant faire du buzz, j'ai jamais cherché à faire du buzz. Et votre vie privée n'a jamais été étalée dans les journaux? Non, parce que j'ai pas eu d'aventure particulière avec d'autres personnes connues, parce que je passe pas mes vacances à Saint-Trope en allant dans telle boîte de nuit. Pour être sûr d'être photographié. Voilà, en disant non. Surtout pas. Mais... On connaît par cœur. Donc voilà, donc j'ai jamais eu de vous savez, alors c'est vrai que ça coûte cher d'être connu, parce que ça veut dire vous louez une maison, par exemple en Corse, moi ce qui était mon cas, il fallait qu'elle soit en hauteur, il fallait pas, parce que en plus j'ai eu des jumeaux à un moment, donc des jumeaux ça excite un petit peu, on a envie de les avoir en photo, on a envie de donc ça demande beaucoup de précautions. Ça demande beaucoup de précautions. Alors, pourquoi cette chanson Island is the Stream, une chanson écrite par les Bee Gees à la base? Oui, c'est tout à fait ça, mais parce que c'est une chanson qui date maintenant, on est au début des années 80, tout à fait. Et c'est une chanson qui a eu du succès, bien sûr, mais qui n'a pas été un tube international. Par les Bee Gees, elle n'a pas marché. Voilà, par les Bee Gees, elle n'a pas marché. Alors, pourquoi j'ai programmé cette chanson? Parce que je l'aime bien, je la trouve sympa, j'aime bien cette version, mais surtout, c'est pour montrer la puissance, la force des médias. C'est-à-dire qu'il se trouve que David Beckham, qui vient d'avoir un court-métrage sur lui, sa femme, etc., à un moment, il danse sur cette chanson. Oui. Et ça a fait le tour du monde. Et allez vous balader sur les réseaux sociaux, vous allez voir le nombre
nombre de couples qui se filment actuellement sur ce même passage. Le gars tient un verre dans la main, il est plus ou moins torse nu, la fille généralement est canon. Je me dis, voilà une chanson qui a mis du temps véritablement à s'imposer. Et là, c'est devenu un tube, mais planétaire, que ce soit en Corée du Sud, que ce soit aux États-Unis, en France ou à Ouagadougou. Enfin, vous connaissez l'origine de ce titre? Alors, vous allez me... Island in the Stream, c'est une île. Et c'est les nouvelles posthumes d'Ernest Hemingway. Ah, d'accord, bien sûr. Oui, ils sont partis de là, les frères Gibb. Ouais. Lorsque Ernest Hemingway meurt, il laisse quelques nouvelles posthumes qui vont être donc publiées post-mortem sous le titre de Island in the Stream. C'est ça, et d'accord. donc, les Bee Gees étaient fans, un des Bee Gees était fan d'Hemingway. Ce titre lui a plu, il en a fait une chanson. Et Kenny Rogers et Dolly Parton l'ont repris. Et on en parle aujourd'hui sur RCJ. Elle est pas belle, la vie? Ah ben, c'est magnifique. Alors, on l'écoute. Allez, c'est parti. When I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no kind. Island in the Stream. D'ailleurs, dans sa façon de chanter, Kenny Rogers, il prend un peu intonation Bee Gees. Totalement. Un duo culte, Kenny Rogers et Dolly Parton. Et justement, et pour parler de vous, Philippe, vous avez été célèbre. Après, il y a eu le désert, quelques railleries. Aujourd'hui, avec la sortie de ce livre, le fait qu'on vous revoit un petit peu partout, j'ai l'impression que vous êtes devenu culte aussi. Non, si. Vous me disiez ça parce que c'est ce qu'on me dit. Alors, j'ai pas totalement disparu parce que j'ai repris l'école des fans, par exemple. Mais ça, c'est sûr, on est d'accord, ça n'avait pas le même impact. J'ai fait aussi une émission à laquelle je tenais beaucoup, qui s'appelait Les Copains d'accords, de guitare, où j'ai été avec tous les plus grands musiciens au Palais des Congrès. Sur quelle chaîne c'était ça? Une chaîne microscopique qui s'appelait RFM TV. Je ne sais même pas si ça existe encore. Je crois que ça existe toujours, RFM TV, je pense. Donc voilà, mais moi je me suis bien éclaté. Tous les musiciens connaissent cette émission. Mais bon, mais c'est vrai, quand vous sortez de TF1, la plus grande chaîne d'Europe, en étant là tous les midis, vous voyez là, récemment par exemple, j'étais très très ému parce que je suis retourné sur mon plateau de Géopardy, qui a été un jeu que j'ai adoré, et du Juste Prix, qui maintenant est occupé par Jean-Luc Reichmann pour les 12 coups de midi. Et je regardais... Il vous a reçu très très gentiment, c'est une superbe émission d'ailleurs. Voilà, il m'a reçu très gentiment, et je regardais les scores hier, 4 millions de personnes. Donc quand vous faites 4 millions et alors c'est un score formidable actuellement, il est en tête de tout ce qu'on veut. Moi à l'époque je faisais 7-8 millions et c'est pour ça, si vous voulez, que je suis resté, finalement, on vous dit vous n'êtes plus à la télé, on vous oublie. Mais j'y suis quand même resté pendant 17 ans en étant à l'antenne absolument tous les jours. 3 fois par semaine sur TF1 à une époque. Oui, 3 émissions par semaine. C'est ça. 3 émissions par semaine. Parce que j'y étais tous les jours avec Le Juste Prix, j'y étais le week-end avec Millionnaire, j'y étais le samedi soir, soit avec Succès Fou, soit avec Capital d'un soir, soit avec SVP Comédie produit par Arthur, soit avec je ne sais quoi, Interville ou je ne sais quoi. Donc oui, j'y étais absolument, plus les participations à des émissions spéciales, comme on dit, des one-shots. Donc effectivement, et puis avant ça, il y avait eu la nouvelle affiche sur la 3. Il y avait eu Star Quiz Direct, etc. sur Canal. Il y avait eu donc voilà. Donc j'ai marqué un certain nombre de générations. Donc voilà, donc c'est peut-être pour ça que j'existe encore. C'est vrai que là, on me voit beaucoup en ce moment, ça va pas durer, je vous rassure. Mais pourquoi et le savoir, ça peut peut-être donner des idées en même temps. Parce que pour parler de mon livre, etc. Bien sûr, mais peut-être que ce livre peut peut-être donner envie à des gens de. Mais je reconnais, vous voyez, comme c'est le cas avec vous aujourd'hui, je vous en remercie. Je suis vraiment par ceux qui m'invitent, parce qu'il y a aussi ceux qui ne m'invitent pas. Oui, non, mais ceux-là, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Je suis vraiment très chaudement accueilli, et vous n'êtes pas le premier à me dire, tu es en train de devenir, je sais pas quoi.
Une fois, j'arrive, il y a un gars qui fait « Oh, la légende !» Peut-être pas exagéré Ça fait quand plaisir. même. Bon, c'est un Ça peu de fait la flagornerie plaisir. peut-être, C'est mais ça ça, fait ouais, plaisir. ouais. Mais ça fait plaisir toujours. On poursuit notre promenade musicale avec vous. Et là, alors un auteur-compositeur éminent guitariste américain, en la présence de Jason Mraz Oui. et sa chanson I'm Yours, qui reste à ce jour son plus gros succès. Oui. 76 semaines classées au top 100 américain. C'est ça. C'est pas mal quand même. Alors, vous avez dit pourquoi je l'ai choisi, vous l'avez dit dans votre intitulé, c'est-à-dire guitariste. C'est ça. Or, moi, j'adore les gens qui jouent de la guitare, enfin, qui jouent bien de la guitare, parce que j'ai tellement de mal. Moi, j'en joue de la guitare, hein. Je me débrouille, ça me suffit. Vous débrouillez pas trop mal quand même. Oui, mais attendez, encore une fois, vous savez, moi, je suis pote avec des Michel Aumont, des Manu Galvin, les gens qui accompagnent Le Forestier et compagnie. Quand ils se Et mettent, Camille Rustam aussi, c'est pas mal non plus. Et quand ils se mettent à jouer, vous avez l'impression qu'ils sont 12. Il y a 12 mains, et Il y a 12 mains. et 240 doigts. Ils ont les doigts tellement écartés, vous vous dites, c'est pas possible, comment il fait donc voilà, donc je serai jamais un grand guitariste, mais j'en joue suffisamment pour m'amuser et surtout pour trouver mes mélodies. Parce que c'est, pour moi... En partant des accords que vous trouvez les voilà, ou mélodies. parfois ça me vient... Oui, généralement c'est plutôt ça, parce que si ça me vient en tête, des fois je trouve pas les accords. C'est pas très compliqué ensuite à la faire harmoniser votre mélodie. Je peux le faire. Non, mais, même vous, en cherchant un peu. Au clavier, vous touchez pas du tout. Non, je touche pas. C'est vraiment guitare. Oui, c'est vraiment guitare. Mais oui, je suis totalement autodidacte en la matière. Je prends de temps en temps des cours, mais bon. Mais par contre, je joue suffisamment si jamais je fais des petites scènes, pour faire la rythmique sur un certain nombre de certains de mes titres, par exemple. Ça, c'est marrant, je c'est vous regarde en parler, je vous entends en parler. La petite flamme que vous avez quand vous parlez de ça, moi, ça me fait dire que je suis sûr que vous n'avez pas dit votre dernier mot en musique. Et c'est quand le prochain album de Philippe Risoli ? Alors là, j'ai écrit deux, trois petites bricoles, mais bon, pour l'instant, je me consacre au livre, puis je voudrais écrire la suite. Donc, ça prend du temps, hein, quand on écrit comme ça, parce qu'on a des idées, ça vient, et puis on se dit, mais attends, mais pourquoi j'ai pas parlé de ça ? Ou alors, l'inverse, mais pourquoi je parle de ça ? Et entre les deux, pour se reposer, quand on écrit, quand on fait des petites pauses, on écoute du Jason Mraz. Je vais y arriver à le dire. Jason Mraz, le titre que vous avez choisi, I'm Yours. On l'écoute tout de suite. Yes, sir. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Le genre de chanson qui vous met de bonne humeur. Pas besoin d'avoir un orchestre philharmonique avec, tu vois, il y a très peu d'instruments. Là. Il y a tout, et ça file la banane. Et c'est extraordinaire. Moi, ça me touche, hein, tu vois. Et je comprends. Et j'ai toujours aimé, tu sais, aussi un petit peu quand je vais voir des groupes, etc. Celui qui est un peu derrière, si tu veux, mais qui va rajouter juste le son qui fait la différence. Voilà, qui va faire le gimmick qui va faire la blague. Qui va faire le truc et tac, ça t'accroche, si tu veux. Philippe, je suis absolument déçu parce que j'ai l'impression qu'on a commencé cette émission il y a 3 minutes. On l'a commencé il y a 3 minutes. Et voilà. Alors, donc il va falloir qu'on reprenne rendez-vous. Mais ce sera avec plaisir. On va pas attendre le prochain tome. On va attendre déjà les nouvelles chansons. Puis je suis sûr qu'on aura 1001 occasions de nous recroiser encore. Je rappelle votre actualité. Ce livre, Dites bien à mon fils que je l'aime, un livre extrêmement touchant, extrêmement émouvant aux éditions de l'Archipel. C'est un livre parfait. Une dernière question que je pose à tous mes invités. C'est quoi le plus beau cadeau que vous avez fait ce métier ? Le plus beau, c'est déjà de pouvoir l'exercer. Tout simplement d'y avoir accès, parce que c'était mon rêve étant enfant. Et encore une fois, les années ont passé, et j'ai toujours l'impression, quand je joue avec mon petit-fils, d'être toujours un enfant, quoi, finalement. Donc vous avez toujours 15 ans, quoi. J'ai toujours 15 ans, exactement. Bon, on vous souhaite de les garder jusqu'à 120 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. À bientôt. Merci. À bientôt, Frédéric. Au revoir.